Bienvenue dans ce podcast. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui. On n'est pas sur un format où on va présenter différentes entreprises avec des collaborateurs, etc. Aujourd'hui, on est dans une entreprise, on est chez Misaki et je discute avec Antoine. Bonjour. Tu es donc le CTO ? Ouais, je suis le CTO de Misaki. Misaki, c'est relativement jeune comme entreprise. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Moi, en fait, je sors d'école d'ingénieur. Donc là, je suis sorti de Centrale il y a un peu moins d'1 an. À la sortie de ça, j'ai pendant quelques mois exploré ce que je pourrais faire, sachant que j'avais en tête de faire de l'entrepreneuriat dès le début. Donc j'ai exploré dans les domaines qui tournaient autour du logiciel libre, de l'open source et de la protection des données personnelles, qui sont des choses qui sont vraiment, qui me sont chères en fait, qui font partie des choses que je veux accomplir dans la vie. Et par un peu un hasard de la vie, je suis tombé sur Arthur. On s'est rencontrés du coup il y a un peu plus de 8 mois maintenant. Et on s'est dit viens, on essaye de travailler ensemble sur comment on peut réussir à redonner du pouvoir face aux données personnelles aux citoyens. Yes, du coup le projet Misaki, à quoi ça correspond ? On m'a dit que vous alliez sortir une application bientôt. Et quelles sont les conditions profondes derrière ? Qu'est-ce qui vous motive vraiment ? Ouais, en gros pour l'instant on vient de lancer il y a 2 jours la bêta de notre première application, qui est un outil pour permettre aux citoyens d'appliquer de manière assez forte, avec plein d'entreprises d'un coup, leurs droits RGPD. Tu veux que je développe la partie RGPD ? En gros, la RGPD, donc c'est une loi européenne qui est sortie le 25 mai dernier et qui donne notamment aux citoyens des nouveaux droits en termes de accès, portabilité, modification et suppression de leurs données personnelles auprès des entreprises. En gros, tout simplement, un citoyen peut aller contacter une entreprise et lui demander quelles données elles ont sur elle, sur la personne, de les supprimer s'il veut qu'elles soient supprimées, de les modifier, de pouvoir demander de la portabilité, c'est-à-dire qu'elle les transfère à une autre entreprise. Et aujourd'hui, tout ça doit être fait à la main par le citoyen auprès de chacune des boîtes auxquelles il veut pouvoir faire marcher ses droits. Nous, on s'est dit, mais en fait, cette démarche est très compliquée aujourd'hui à faire parce qu'il faut le faire individuellement sur des centaines de boîtes et on est surtout même pas au courant de quelles boîtes ont des données sur nous, parce qu'il y en a plein qui sont en fait pas frontales et du coup, on n'est pas au courant. Et du coup, on a un peu une approche inversée du problème où les citoyens viennent nous mandater pour qu'on aille demander aux entreprises leurs données personnelles et qu'ensuite on leur ramène aux citoyens leurs données de manière sécurisée et centralisée sur notre plateforme. Le tout avec un énorme enjeu de sécurité où nous on ne veut pas pouvoir avoir accès aux données des gens pour éviter en fait de recentraliser en un nœud toute l'information. Ok. C'est quoi les technos que vous avez utilisés pour faire cette première application ? Et quelles vont être les prochaines technos que vous allez utiliser peut-être ? Pour l'instant, en techno, donc le front-end c'est du React.js avec toute une stack assez classique, du Redux pour le store, du Sentry pour les gestions d'erreurs, ce genre de choses. Et qui est connecté à un back-end qui lui est fait en Python avec Flask. Et dans les technos à venir, on envisage de passer pour une partie de l'échange des messages sur Matrix, qui est un projet open source de échange de messages sécurisé. Donc ça c'est un truc à explorer, on n'est pas sûr d'aller dessus, mais c'est vraiment un truc qui nous semble prometteur pour ce qu'on veut faire. Et à terme aussi de pouvoir un jour passer sur probablement du Go pour le back-end quand on va avoir des problématiques de performance plus élevées. Quand on passera à une autre échelle, mais qui n'est pas un sujet pour le moment. Tu as choisi Django parce que t'en avais déjà fait avant ? Alors j'ai choisi Flask. T'as choisi Flask parce que t'en avais déjà fait avant ? Non, moi j'avais pas fait de Python en web avant. J'ai choisi Flask parce que en fait pour moi le choix se résumait à Flask ou Django globalement. Parce que les autres je les connaissais de beaucoup plus loin et c'est ceux que je considérais comme étant les plus robustes. Et j'ai préféré choisir Flask qui est beaucoup plus modulable, alors que Django impose beaucoup de choses, ce qui est assez pratique, mais on a vraiment en tête de faire un truc un peu sur mesure, et du coup je voulais pas me rentrer dans quelque chose qui allait être pénible si on avait besoin de faire du spécifique à un moment, alors que Flask est vraiment construit brique par brique, on assemble ce dont on a besoin et ça marche, quoi. Et sur React, pourquoi React est pas Vue par exemple ? Là c'est parce que j'en avais fait. J'ai hésité à passer sur Vue parce que le framework m'intéresse et je le trouve assez prometteur. Le truc c'est que on va avoir une problématique assez vite de faire probablement des applications natives et qu'aujourd'hui j'ai pas trouvé d'équivalent à React Native qui marche avec Vue, et le fait aussi que j'ai déjà de l'expérience sur React fait qu'on a gagné du temps sur la création de l'app. Il y a un portage de Vue sur React Native. Ouais, mais je l'ai vu passer, mais je sais pas trop. Alors même l'utiliser, je serais angoissé l'idée de l'utiliser en production aussi. Déjà React Native en production, c'est un bordel. Exactement, la surcouche de la surcouche, c'est toujours un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de rigolo dans votre front-end qu'on trouve pas nécessairement dans tous les projets React, peut-être par exemple du JSS ou vous utilisez Material UI peut-être? On utilise Material UI pour gagner du temps justement sur
sur l'UI. Sur l'UI, c'est le principe d'un UI. Un peu marrant en front-end, globalement notre application, comme je disais, on a un gros enjeu à nous ne pas pouvoir lire les données. Du coup, l'intégralité des données sont chiffrées dans le navigateur du citoyen ou du DPO, en fonction de dans quel sens on est. Et nous, on a que de la donnée chiffrée qui passe sur notre back-end. Du coup, toute la couche de crypto doit être faite en front-end. D'accord. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir comment on fait ça, et notamment sur la gestion des clés. Il y a une vraie problématique qu'on n'a pas encore craquée de comment on arrive à faire une gestion de clés privées et publiques à un utilisateur en ayant une solution qui soit grand public. Et du coup, genre, si ton client, tu donnes les clés au client, s'il les perd ou s'il change de support, par exemple, comment tu fais pour transférer les clés? Alors, le changement de support, ça s'utilise avec... Enfin, t'as toujours des moyens. Enfin, tu vois, typiquement WhatsApp, si tu veux avoir accès à WhatsApp sur ton desktop, t'as un flashcode, ça marche. Ce genre de trucs, on peut les trouver. Tu peux ensuite te dire que tu arrives à l'externaliser sur un device. À voir. L'échange entre devices qui existe, ça me pose pas de problème. Je pense on trouvera une UX. La vraie question, c'est effectivement s'il est perdu. Parce qu'aujourd'hui, s'il perd sa clé, tout est perdu. C'est le principe du zero knowledge. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette infrastructure et qu'il faut juste qu'on arrive à trouver un moyen pour que ce soit facile pour l'utilisateur de gérer ses clés. Ok, cool. À quoi va ressembler en fait l'environnement technique chez vous d'ici 2-3 ans? Alors d'ici 2-3 ans, le produit, vraiment l'idée est de faire un SSO, donc se connecter avec Misaki sur tous les sites, et où on peut porter nos données personnelles. Donc à la connexion, on choisit quelles données on veut bien partager ou non avec le site, et on peut revenir dessus après. Donc ça, c'est le produit. Le truc, c'est que pour faire ça à une échelle qui a de l'intérêt, on va avoir des soucis de performance assez forts, assez vite, notamment en termes de SLA et en termes de rapidité. Et je pense que quand on va être atteint sur ces problématiques-là, il faudra qu'on voit d'autres technos que Python, qui va être un peu lent. Aujourd'hui, j'ai Go en tête, parce que j'en ai fait un petit peu. Après, on reste très ouvert à potentiellement autre chose. Go a l'intérêt aujourd'hui d'avoir une communauté qui est quand même assez forte dessus. Et on se proposera la question à ce moment-là, mais a priori, on aura des vrais enjeux de performance d'ici quelques années. Surtout, Ok, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, vous avez un projet de recrutement d'une équipe de 10 personnes. Tout à fait. C'est quoi, globalement, pour toi, les enjeux et les écueils qu'on peut retrouver autour de ce projet? Nous, l'enjeu est de réussir à recruter une dizaine de personnes sur un temps assez court, sur 6-8 mois à peu près. Donc les gros enjeux, c'est de réussir à construire une équipe qui soit cohérente, qui arrive à bosser ensemble et qui soit efficace. En fait, on veut vraiment construire un commando qui va ensemble aller breaker toutes les problématiques qu'on va avoir avec le produit. Donc vraiment construire une équipe de choc avec que des gens qui maîtrisent ce qu'ils font, qui avancent, qui veulent apprendre, qui arrivent à bosser en équipe pour vraiment avancer au mieux. Et du coup, sur les écueils à éviter, je pense qu'il y a un gros truc à faire gaffe pour nous, qui est de ne pas se précipiter en fait dans ce recrutement et de prendre vraiment le temps de trouver les personnes avec qui on a envie de bosser, mais qui aussi ont envie de bosser avec nous. Que ce soit vraiment quelque chose dans les deux sens, parce qu'on veut construire une équipe qui va être en fait la core team de la boîte, où du coup la boîte dans 3 ans va ressembler à cette équipe qu'on monte aujourd'hui. Et on veut pas perdre les valeurs et l'esprit qu'on a dans la boîte aujourd'hui, mais en même temps on veut aussi que chacun puisse trouver sa place et modifier le projet pour s'y sentir à l'aise. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux qui est un vrai sujet. Est-ce que l'engagement c'est une valeur qui est déjà, que vous retrouvez déjà dans ce que vous faites et que tu vas chercher chez les gens? Qu'est-ce que tu entends par engagement? Y a un de mes mentors qui dit toujours: je suis engagé sans être militant. Tu vois, genre je vais toujours avoir des opinions très tranchées sur les choses, mais je vais pas pour autant aller manifester au combat des droits de l'homme, tu vois. Et l'engagement c'est une forme d'implication. C'est une forme d'implication, c'est la capacité à prendre l'ownership des problèmes que tu veux résoudre, tu vois. Donc c'est ça. Tu viens pas travailler parce que c'est ton job, toi tu viens travailler parce que t'as une mission. Exactement. On veut vraiment construire une équipe de gens qui soit alignée avec la mission et qui considèrent que ce qu'on fait a du sens et de vouloir vraiment agir au quotidien pour construire ce futur qu'on veut créer. Et donc du coup si le mot engagement est celui qui doit... Moi ça me va, mais globalement ça représente bien la chose, et l'ownership de manière générale c'est quelque chose que tu as décrit qui me plaît bien. Est-ce qu'il y a des candidats que tu as aimé rencontrer, ou est-ce que tu as des idées de ce que tu aimes rencontrer chez les gens? Donc, si tu veux, l'idée c'est que la personne qui nous écoute maintenant depuis 10 minutes, elle se dise j'ai peut-être jamais fait de Python et j'ai peut-être jamais fait de React, mais j'ai ce soft skill qui fait que je vais bien m'entendre avec Antoine et je vais avoir envie de rencontrer l'équipe de Misaki. Nous on cherche du coup bien des gens qui sont qui ont envie en fait de venir dans une équipe où avec toutes les incertitudes d'un projet jeune,
et qui vont être capables de vivre en fait dans cette incertitude tout en essayant de construire quelque chose de stable dessus. Donc c'est un peu abstrait ce que je te raconte, mais l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui le projet, où est-ce qu'il en est? Pour l'instant on est deux, donc avec Arthur mon associé. La tech c'est moi qui l'ai porté. Alors je reste, comme je te disais au début, je sors d'école donc je reste encore très junior et je cherche à recruter des profils qui sont quand même plus seniors que moi, enfin des gens meilleurs que moi tout simplement. Et du coup il faut des gens qui soient capables de rentrer sur un projet qui a été construit par un junior, prendre justement du ownership pour reprendre ton terme dessus, pour le faire évoluer, pour construire dessus et pour doucement aussi refacto pour que l'intégralité du code soit robuste, enfin plus robuste qu'il peut l'être aujourd'hui, et le tout dans une équipe. Donc c'est vraiment le savoir jouer avec enfin savoir composer avec l'inconnu tout en étant suffisamment serein sur le comment tu vas avancer et être serein sur le fait qu'en fait on va y arriver et c'est qu'une question de trouver le moyen et le temps pour le faire. Mais il y a vraiment des gens qui sont capables de gérer l'inconnu en construisant quelque chose de robuste. Ouais, je comprends. Le mot ownership, j'ai jamais trouvé de meilleur mot en français. Est-ce que t'as une bonne idée spontanément? Le ownership, je pense que la responsabilité s'approche. La responsabilité un peu du concept. Ouais, ça va être responsable du problème. C'est porter la responsabilité d'un segment du problème. Ouais, mais tout de suite ça sonne comme une matrice RACI. Ça me fait peur. Ok, c'est cool. Est-ce qu'il y a, on peut retrouver Misaki sur We Love Devs, mais est-ce qu'il y a un mail sur lequel on contacte quand on veut candidater? On se rapproche de Clara aussi? On peut se rapprocher de Clara, on peut nous envoyer un mail sur love@misaki.com. Ouais. Ou sur notre site, il y a des points de contact, on a un Welcome to the Jungle, on peut vraiment, je pense que si on veut nous contacter, on trouvera un moyen de le faire. C'est cool. Bon, ça marche, tout est noté. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Faut que t'enregistres. Yes, double check.